Bonjour et bienvenue sur la chaîne MDD-TV Divulgation. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une mise à jour du cas de George Adamski. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, le cas Adamski est un cas célèbre de personnes déclarant avoir été contactées par des extraterrestres. Ils prétendaient avoir rencontré, en novembre 1952, un Vénusien, du nom d'Orton, en Californie. Seulement plusieurs éléments nouvellement mis à jour tenteraient de prouver que George Adamski ne nous ait pas dit tout ce qu'il savait, soit qu'il se soit fait manipuler par un programme spatial secret allemand. L'histoire en devient d'un coup bien moins sympathique à partir du moment où on parle de manipulation faite par les nazis, qui cachent une vérité bien plus effrayante. La collaboration des Allemands avec une race reptoïde et la création d'une forteresse imprenable en Antarctique. Un grand merci à Dino pour la voix off, spécialement pour cette fois-ci car la traduction n'était pas top, et il nous en a tout de même réussi à nous retranscrire l'essence. Merci de continuer à soutenir la chaîne en cliquant sur le magnifique pouce bleu, partagez la vidéo. En plus de donner vos avis en commentaire. Plusieurs de mes abonnés avec qui je discute sur Facebook et Twitter se sont rendus compte que la petite cloche servant à vous notifier les sorties de mes vidéos s'était désactivée toute seule. Alors vérifiez bien pour être notifié des futures vidéos. Je vous remercie pour vos nombreux messages de soutien. Bon visionnage. Didier. Les extraterrestres de Vénus ont-ils réellement pris contact avec nous en 1952 ? Le chercheur français Michel Zierger a écrit un livre très détaillé sur les contacts extraterrestres, qui met en lumière les rencontres de George Adamski avec des présumés extraterrestres de Vénus. Dans We Are Here, Visiteurs sans passeport, de 2017, Zierger donne une solide aperçu d'une collection de photos et de témoignages qui étayent la célèbre rencontre d'Adamski le 20 novembre 1952 près du Desert Center en Californie. M. Zierger souligne que la rencontre d'Adamski a été le premier cas documenté de contact avec un passager d'une soucoupe volante, généralement considéré comme un extraterrestre vénusien. 6 témoins ont vu 2 UFO le jour de la rencontre d'Adamski. Le premier était une grosse embarcation en forme de cigare qui volait au-dessus de la tête. Et le second était une plus petite soucoupe en forme de scout qui atterrit. De l'engin de reconnaissance, un occupant est apparu pour rencontrer Adamski, qui prétendait venir de la planète Vénus et qui s'appelait Orton. Dans son livre, Zierger inclut des copies numériques améliorées des photos originales prises lors de la rencontre d'Adamski, qui montrent à la fois l'engin scout planant avant l'atterrissage et son occupant qui est sorti après l'atterrissage. Les photos ont été mises en valeur par l'artiste danois René Erik Olsen, qui a mis à disposition les photos de Desert Landing sur son site web. La photo suivante est une mise en valeur d'une personne, Orton, marchant de la direction de l'engin scout débarqué vers Adamski. Des discussions et des gros plans sont disponibles dans We Are Here. Les 6 témoins du débarquement et de la rencontre d'Adamski avec son occupant ont signé un affidavit à l'appui de la version d'Adamski et des événements qui a été publié par la suite dans son ouvrage coécrit en 1953, The Flying Saucer Have Landed. Zierger cite un des témoins, George Hunt Williamson, qui a été enregistré pour dire au cours d'une conférence « Je tiens à réaffirmer ici que l'expérience, telle que George Adamski l'a relatée dans Les soucoupes volantes ont atterri, où mon épouse et moi, ainsi que des amis à nous, avons été témoins de l'accident. C'est déroulé exactement comme monsieur George Adamski y fait allusion, le gros bateau a été vu, et puis, à l'aide de jumelles, nous avons été témoins d'autres événements à environ 1 mille de distance sur le désert. Nous avons vu monsieur Adamski parler à quelqu'un à distance. On a vu le gros bateau. Nous avons vu des éclairs de lumière qui nous ont appris par la suite que le plus petit bateau était sorti du plus grand. Nous avons vu une grande ouverture dans l'embarcation, plus grande à laquelle le petit navire scout a dû quitter le plus grand navire. Nous avons vu le petit navire planer dans la selle. Malgré les preuves convaincantes, la rencontre Adamski en 1952 fut largement écrasée. Monsieur Michel Zierger discute de la mesure choquante dans laquelle les preuves et les témoignages à l'appui du célèbre Desert Center d'Adamski ont été rejetés, ridiculisés ou déformés par d'éminents scientifiques de l'époque tels que le docteur Donald Menzel, le docteur Jacques Vallée et le docteur Carl Sagan. La plupart des chercheurs d'OVNI ont depuis lors écarté Adamski comme un canular, malgré les preuves convaincantes suggérant le contraire. En effet, les photos d'Adamski des soucoupes volantes et des navires en forme de cigare, datant de 1950, n'ont jamais été montrées comme étant des faux. Adamski croyait que l'être qui émergea de l'engin scout débarqué en 1952 venait de Vénus.
Zirger discute de la faisabilité de la croyance d'Adamski compte tenu des données scientifiques qui ont par la suite émergé, montrant la surface de Vénus comme étant inhabitable en raison des températures élevées, 462 degrés ou 863 Fahrenheit, et de la pression atmosphérique écrasante, 92 fois celle de la Terre. Zirger discute d'un certain nombre de possibilités pour la façon dont les extraterrestres peuvent habiter Vénus. Il suggère que la NASA pourrait mentir sur les terribles conditions à la surface de Vénus. Une autre possibilité est que les extraterrestres aient simplement une base là-bas et viennent d'ailleurs dans la galaxie. Cependant, une autre possibilité est que des extraterrestres vivent dans les régions souterraines de Vénus, comme le permettent les recherches scientifiques récentes. Il cite Sean McMahon, qui a dirigé une équipe scientifique de l'université d'Aberdeen et qui a affirmé que la vie pourrait évoluer à l'intérieur de la planète, loin d'une surface inhospitalière. Les surfaces des planètes rocheuses et des lunes que nous connaissons ne ressemblent en rien à celles de la Terre. Elles sont typiquement froides et stériles, sans atmosphère ou très minces et même corrosives. Le fait d'aller sous la surface vous protège contre toute une série de conditions désagréables sur la surface. La zone habitable souterraine peut donc s'avérer très importante. Zirger semble favoriser l'explication New Age selon laquelle une civilisation très évoluée qui s'est élevée à un autre plan dimensionnel existe aujourd'hui sous la surface de Vénus. Il suggère que la surface de Vénus, aujourd'hui, accueillerait peut-être que des vestiges rares de l'ancienne civilisation qui prospérèrent à la surface. Zirger cite une série de textes et de sources ésotériques qui soutiennent l'idée qu'une civilisation avancée existe sur Vénus, mais qu'elle est cachée des télescopes modernes et des sondes planétaires envoyées par différentes agences spatiales nationales. Par exemple, il se réfère au livre de 1899 à A Dweller of Two Planets. Aucun télescope ne révélera jamais la vie sur Vénus. Non pas qu'elle n'est pas là, mais que ses formes sont de la substance unique, accomplie par une gamme de forces les rendant imperceptibles aux yeux terrestres. Il y a eu un certain nombre de personnes contaminées qui prétendent avoir rencontré des Vénusiens de l'intérieur de la planète, loin des télescopes et des sondes spatiales. Il s'agit notamment de Frank Strange, auteur du livre Stranger au Pentagone. Plus récemment, l'initié du programme spatial secret Corey Goode affirme qu'il a été emmené à Vénus, il y a vu certaines des anciennes structures qu'il appelle technologie de la course des constructeurs à la surface de la planète. Nous nous sommes dirigés vers Vénus à une vitesse ultra rapide, percutant les nuages épais. Je pouvais à peine percevoir la couleur jaunâtre. Nous les avons vus si vite. Et puis, nous nous sommes arrêtés à environ 1000 pieds au-dessus du sol. Et je regardais autour de moi, et j'ai vu ce terrain qui semblait avoir été érodé par beaucoup de vent et de pluie. Un peu comme vous le verriez sur Terre. Il ressemblait à des montagnes qui s'étaient érodées et ressemblaient presque à des gens. J'ai remarqué que soudainement, le plafond et le plancher devenaient transparents. Et j'ai regardé vers le bas. Je pouvais voir le grand bâtiment géant en forme de H assis à l'intérieur de ce cratère. Goode dit qu'il a rencontré un être ancien appelé la Sentinelle qui surveillait l'ancienne technologie des constructeurs qui était protégée par un bouclier énergétique quelconque. Son récit a des parallèles avec la visite présumée à Vénus de Luis Mostajo Fernando, contagieux bolivien qui affirme qu'il est entré dans une zone fertile de Vénus protégée par un bouclier énergétique. Goode, Fernando et d'autres comptes rendus de visite à Vénus supportent une civilisation ancienne qui habitait sa surface et que les zones souterraines existent, les extraterrestres peuvent habiter Vénus. La discussion de Zirger sur les explications de la prétention d'Orton à être venu malgré ses conditions de surface inhospitalière est vaste et informative. Pourtant, c'est dans une autre possibilité que Zirger soulève qui pourrait offrir une façon plus précise de voir la rencontre d'Adamski de 1952. Zirger se demande si Adamski a été nourri de désinformation par Orton sur Vénus étant sa véritable origine. Adamski a-t-il été manipulé par un pseudo-vénusien ? Cette origine vénusienne faisait-elle partie d'un écran de fumée ou d'une sorte de plan de communication extraterrestre pour éveiller notre conscience à l'idée de vie extraterrestre ? La devise sous-jacente de cette stratégie de communication serait alors quelque chose comme « racontons des mensonges, il restera encore quelque chose ». Adamski n'étant considéré pas beaucoup plus qu'une interface à un jeu de désinformation ou de tromperie. Zirger croit que la désinformation possible a été conçue pour protéger les véritables origines d'Orton et de son engin spatial en voie d'apprentissage. Michel Zirger s'est dit perplexe quant aux raisons pour lesquelles les extraterrestres d'un autre système solaire voudraient faire semblant d'appartenir à un monde inhabitable de notre propre système solaire.
Pourquoi une telle mascarade alors qu'ils auraient pu simplement dire qu'ils venaient de la planète T et du système solaire Y? Zirger oublie une explication centrée sur la terre de la désinformation qui aurait pu être transmise à Adamski. Ceci est soulevé par l'un de ses contacts mentionnés par Zirger dans We Are Here. Il cite le cas Reynold Schmidt en 1957. Je voudrais citer brièvement un dernier cas, celui de Reynold O. Schmidt, 60 ans à l'époque, un acheteur de céréales de Bakersfield en Californie. Le 5 novembre 1957, il prétendait avoir parlé pendant environ 30 minutes à l'équipage d'un gros ovni en forme de cigare d'argent qui aurait atterri près de Kearney dans la prairie du Nebraska pour y effectuer des réparations. Dans une entrevue enregistrée d'1h30, Schmidt a déclaré que l'équipage était composé de 4 hommes et de 2 femmes. Et ils lui parlaient tous en langue américaine avec un accent allemand. Mais il semblait parfois qu'ils pouvaient les entendre parler entre eux, en haute langue allemande. Du très bon allemand d'ailleurs. L'affaire Schmidt soulève la question. Orton faisait-il partie d'un programme spatial secret allemand et ne faisait que prétendre être un Vénusien? L'astronaute allemand faisait-il semblant d'être de Vénus pendant la rencontre avec Adamski en 1952? Il y a un certain nombre d'aspects de l'affaire Adamski, contacté en 1952, qui mènent à la conclusion que Orton faisait partie d'un programme spatial secret allemand et ou lié à une alliance extraterrestre qui avait activement aidé l'Allemagne nazie avant et pendant la guerre mondiale. Les soucoupes volantes qu'Adamski avait photographiées ressemblaient beaucoup à l'engin antigravité Heinebo qui aurait été mis au point en Allemagne nazie. Vladimir Terziski, ingénieur et ancien membre de l'Académie bulgare des sciences, a été le premier à publier les spécifications exactes de l'engin Heinebo contenues dans les fichiers SS nazis. Les dossiers nazis ont été relâchés après l'effondrement du pacte de Varsovie le 25 février 1991 et sont entrés en possession de Terziski après qu'il eut émigré aux États-Unis en 1984. Voici une comparaison d'un dessin de 1943 d'une soucoupe volante Heinebo 2 développée par les SS nazis pour l'effort de guerre et d'un engin de reconnaissance photographié par Adamski en décembre 1952. Des scientifiques italiens et allemands ont confirmé que les puissances de l'Axe coopéraient dans un effort secret pour armer les soucoupes volantes. La configuration de l'embarcation Heinebo de 1943 est tellement semblable à celle qu'Adamski a photographiée en 1952 qu'elle suggère que, si ce n'est pas le même type de véhicule, celui qui a développé ce dernier se trouvait à un niveau de développement technologique similaire à celui des Allemands au milieu des années 1940. Pourtant, si Orton était originaire de Vénus et faisait partie d'une association interplanétaire avancée, comme Zirger en a parlé dans son livre We Are Here, Visitor Without a Passport, en 2017, alors comment la première génération de soucoupes volantes nazies aurait-elle pu être presque identique à celle d'un engin utilisé dans une société interplanétaire beaucoup plus évoluée sur le plan technologique? L'une des explications est que les extraterrestres avaient fourni des embarcations à l'Allemagne nazie pour qu'elles puissent être de rétro-ingénierie. Ceci est étayé par les informations fournies par l'ancien ingénieur aérospatial William Tompkins qui dit que les espions de la marine américaine avaient signalé lors de leur débriefage à la base aérienne navale de San Diego de 1942 à 1946 que les Allemands avaient reçu plus d'une douzaine de modèles d'engins spatiaux antigravité opérationnels. Les nazis essayaient furieusement d'inverser les règles du génie pour l'effort de guerre, mais ils ont finalement échoué en ce qui concerne leur programme basé en Europe. L'information de Tompkins nous aide à comprendre que le diagramme de 1953 du Heinebo 2 était une tentative des nazis d'armer une soucoupe volante antigravité qui avait été donnée au Troisième Reich d'Hitler par des alliés extraterrestres à la suite d'un accord secret. Par conséquent, Orton a peut-être seulement prétendu être de Vénus pour cacher l'existence d'un programme spatial allemand qui avait survécu à la Seconde Guerre mondiale. Orton ne communiqua qu'avec Adamski non-verbalement en langage gestuel lors de la rencontre avec le Desert Center en 1952. Adamski a expliqué dans une conférence qu'Orton a parlé principalement dans un dialecte étrange, complètement incompréhensible à Adamski. Il s'agissait du dialecte étrange haut-allemand qui, comme mentionné dans la première partie de cette série, Reynold Schmidt a été identifié comme étant utilisé par les occupants de l'engin spatial au cours de son expérience de 1957. Schmidt avait une origine allemande et a également enseigné l'allemand à l'école, mais Adamski n'a pas été en mesure d'identifier les dialectes allemands depuis son origine polonais-américain.
Sinon, Adamski savait peut-être qu'Orton parlait allemand, mais il n'a pas été autorisé à le révéler publiquement pour des raisons de sécurité nationale. La rumeur dit depuis longtemps qu'après chacune de ses expériences de contact extraterrestre, Adamski a été secrètement transporté de Californie au Pentagone par l'US Air Force, où il a été débriefé au sujet de ses contacts. En mai 2009, une rare vidéo a été publiée contenant des entrevues avec divers témoins qui connaissaient Adamski et ses débriefages secrets au Pentagone. Les témoins ont confirmé qu'Adamski possédait une carte d'identité militaire lui permettant d'accéder au Pentagone. La carte d'identité militaire a été observée par plusieurs personnes qui avaient travaillé à divers postes du département de la Défense. Parmi les témoins figurait William Sherwood, qui avait déjà travaillé pour le département de l'ordonnance de l'armée américaine et qui possédait son propre laissez-passer. Sherwood a vu le laissez-passer ordonnance d'Adamski et a confirmé son authenticité. Le témoignage de Sherwood et des autres témoignages à l'appui donnent foi aux rumeurs selon lesquelles Adamski était effectivement en train d'informer secrètement le Pentagone de ses contacts extraterrestres. En 1952, le Pentagone savait très bien qu'un programme spatial allemand avait survécu à la Seconde Guerre mondiale et avait commencé à opérer au-dessus du territoire américain. Les hauts fonctionnaires du Pentagone voulaient garder ça secret. Par conséquent, il est fort possible qu'on ait dit à Adamski de ne rien dire sur Orton, parlant allemand, pour empêcher le public d'apprendre la vérité. La possibilité qu'Orton fasse partie d'un programme spatial secret allemand, basé en Antarctique et opérant sur le territoire américain, est renforcée par les événements qui ont précédé le survol de Washington en 1952. Cela se produit quelques mois seulement avant la rencontre d'Adamski avec Orton. Des aliens reptiliens ont aidé l'Allemagne nazie à construire un programme spatial secret en Antarctique. Au cours de la première période qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, les sociétés secrètes allemandes et les SS nazis ont été dirigés vers 3 grandes cavernes de l'Antarctique par des extraterrestres selon l'ancien agent de renseignement de la marine américaine William Tompkins. Dans sa dernière interview d'ExoNews TV, parue aujourd'hui, Tompkins décrit comment les reptiliens ont aidé les Allemands et les nazis à construire des bases souterraines dans des cavernes éloignées de l'Antarctique, situées à côté de cavernes encore plus grandes contrôlées par les reptiliens. D'après Tompkins, la marine américaine a appris l'existence de ces bases antarctiques secrètes grâce à des espions nazis embarqués dans l'Allemagne nazie qui ont découvert que les nazis et les Allemands utilisaient ces bases éloignées pour lancer des missions spatiales vers la Lune, d'autres planètes de notre système solaire et, plus remarquable encore, vers des lieux interstellaires éloignés. Tompkins dit que les Allemands ont commencé à transporter du matériel et des fournitures vers l'Antarctique dès 1913, ce qui coïncide historiquement avec la deuxième expédition antarctique allemande de 1911 à 1913. Cette période coïncide également avec le rôle croissant des sociétés secrètes allemandes dans l'exploration de lieux éloignés de la connaissance occulte. Le mouvement de l'équipement s'est accéléré avant la Seconde Guerre mondiale. Dans son interview, Tompkins cite 1934 comme le début de cette accélération, comme si les records historiques indiquent que 1938 marque le début de la 3e expédition antarctique allemande. Le déménagement de l'Allemagne vers l'Antarctique a commencé en 1934, bien avant le début de la guerre. En fait, certaines de ces choses sont tombées en 1913. Dans l'épisode télévisé d'ExoNews de la semaine dernière, Tompkins a révélé que des accords secrets avaient été conclus entre le régime hitlérien et les reptiliens draconiens. Dans l'épisode de cette semaine, il a discuté d'un des éléments majeurs de cet accord. Une grande partie de l'équipement a été envoyée là-bas. Mais juste à côté d'eux se trouvaient 3 cavernes de taille énorme que les reptiliens possédaient. Pas des Greys, mais reptiliens. L'Allemagne en a obtenu 2 de plus. Environ 1/10 de la taille des grandes cavernes reptiliennes. Ils ont pu aller vers le bas, généralement par sous-marin. Ils ont construit ces sous-marins plats, cette classe régulière, pour pouvoir expédier tout ça. Les informations remarquables de Tompkins concordent avec celles du grand amiral Karl Dönitz qui a mentionné à 3 reprises une forteresse imprenable construite par Hitler dans un endroit reculé en utilisant la flotte sous-marine avancée de l'Allemagne. En 1943, Dönitz aurait déclaré « La flotte sous-marine allemande est fière d'avoir construit pour le Führer, dans une autre partie du monde, un Shangri-La sur Terre, une forteresse imprenable. » La deuxième fois, c'était en 1944, lorsqu'il révéla comment les plans étaient en place pour relocaliser Hitler afin qu'il puisse lancer un nouvel effort pour les 1000 ans de son Reich. À l'avenir, la marine allemande devra accomplir une grande tâche.
Il sera donc très facile d'emmener le Führer dans un endroit sûr, si nécessaire, et où il aura la possibilité d'élaborer ses plans définitifs. Enfin, les remarques de Dönitz lors de son procès pour crime de guerre à Nuremberg suggèrent clairement que c'est en Antarctique que les technologies les plus avancées de l'Allemagne avaient été secrètement relocalisées par sa flotte de sous-marins. Au procès, il se vantait d'une forteresse invulnérable, une oasis paradisiaque au milieu de la glace éternelle. Les remarques de Dönitz ont été rendues plausibles en 1966 par le cartographe et artiste Heinrich C. Beran pour le National Geographic Society. Dans la représentation de Beran d'un Antarctique libre de glace, il montre des passages sous-marins qui traversent le continent. Cela offrait un moyen plausible pour que les sous-marins puissent voyager sous les glaces sur des distances considérables jusqu'à la forteresse invulnérable de l'Allemagne nazie. Les affirmations de Dönitz sont en outre étayées par des documents fournis par un prétendu équipier allemand de sous-marins après la guerre, qui décrivait les instructions données aux capitaines de sous-marins allemands pour qu'ils atteignent les bases antarctiques par les passages cachés. Dans l'interview d'aujourd'hui, Tompkins décrit les programmes simultanés de soucoupes volantes développés par les nazis. L'un était en Allemagne, l'autre en Antarctique. Dans sa réponse à une question sur la construction d'un engin d'antigravité en Allemagne, il a répondu à la question suivante. Ils ont construit les prototypes en Allemagne. Ils construisent en Antarctique un prototype, prêt à être produit. Ils l'ont mis en production dans les pays de toute l'Allemagne et de l'Europe occupée, et ils ont continué à construire des véhicules similaires en Antarctique. Tompkins partage alors l'un des secrets les plus étonnants acquis par les espions de la marine embarqués en Allemagne. Avec l'aide des reptiliens, le programme nazi de l'Antarctique avait lancé avec succès des missions habitées sur la Lune, les planètes et même les autres systèmes stellaires. Maintenant, on nous a demandé si nous étions déjà allés sur la Lune. Il était bien connu que les Allemands avaient un certain nombre de véhicules qui s'envolaient et revenaient. Un des premiers, ils ont eu des ennuis, ils se sont écrasés et tout le groupe est mort. Mais tout cela provenait presque exclusivement de l'Antarctique. Bien avant, 4 ans plus tôt, la guerre prenait fin, ils s'occupaient toujours de tout ça. Et donc les vols, presque tout venait de l'Antarctique avec les mêmes personnes. Je ne sais pas si c'était vrai ou non, mais certains de ces gars espions marins ont déclaré qu'ils étaient allés vers d'autres étoiles et qu'ils y étaient revenus. Les affirmations remarquables de Tompkins corroborent le témoignage de Corey Goode, un dénonciateur de programmes spatiaux secrets, qui affirme qu'entre 1987 et 2007, il avait accès à des plaques de verre intelligentes qui décrivent le succès du programme spatial nazi qui fonctionnait à partir de l'Antarctique. Goode a dit que le programme de l'Antarctique était contrôlé par des sociétés secrètes allemandes plutôt que par les SS nazis. Comme nous l'avons expliqué, les vestiges nazis, qui étaient principalement constitués de sociétés secrètes, qui ont créé une civilisation de rupture, ont gardé le secret technologique le plus avancé, même pour leurs plus hauts dirigeants militaires et politiques, mis en place des enclaves en Amérique du Sud et en Antarctique. Les emplacements en Antarctique étaient des ruines d'anciennes civilisations qui étaient restées occupées par un certain groupe dans les zones thermales qui causent des zones similaires aux tubes de lave et aux dômes sous les glaciers. Goode poursuit pour corroborer Tompkins prétendre que les bases nazies ont été construites adjacentes à des cavernes contrôlées par une autre civilisation avancée, les reptiliens. Il y avait un complexe urbain souterrain et sous-glacier qui était déjà occupé et aménagé à quelques endroits et les nazis ont rénové une zone qui était en grande partie écrasée au-dessus de la surface. Mais qui avait beaucoup d'espace sur la glace en forme de dôme. L'énergie thermique souterraine et les cavernes, accessibles par U-boat sous les coulées de glace et les ouvertures qui le rendaient idéal pour une base polyvalente cachée. Elles étaient parfaites pour qu'ils puissent se construire secrètement pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Ce qui rend difficile de rejeter les allégations de Tompkins sont des documents qu'il a publiés dans son livre Selected by Extraterrestrial, choisi par les extraterrestres, à l'appui de sa principale affirmation qu'il a participé à un programme secret de renseignement de la marine secrète qui a diffusé les secrets aérospatiaux avancés de l'Allemagne à des entreprises aérospatiales américaines sélectionnées, des groupes de réflexion et des universités. De plus, des documents et des déclarations de l'amiral Dönitz appuient les affirmations de Tompkins selon lesquelles l'Allemagne nazie aurait réussi à relocaliser et à construire des installations souterraines sous le continent antarctique. La longue route sous les calottes glaciaires de l'Antarctique
que la flotte sous-marine allemande aurait emprunté pour atteindre ces cavernes cachées donne foi à Tompkins, qui prétend que les extraterrestres reptiliens avaient fourni aux nazis les informations nécessaires pour localiser les cavernes antarctiques cachées et les passages sous la glace pour les atteindre. Ainsi s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire. Vous avez mon Facebook et mon Twitter en description, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.